Il importe essentiellement, me semble-t-il, de s'en tenir ici à la perspective du présent, de l'actualité et de ce qui, dans l'actualité même, est inactuel. Il se peut qu'à long terme, toute violence historique soit finalement convertie par la vie sociale, mais ceci ne nous aide en rien à déterminer comment, dans l'immédiat, nous devons l'affronter, dès lors qu'elle paraît bien faire exploser les limites et les conditions mêmes du politique, tant objectives que subjectives. Dans un article publié il y a quelques années, dans le numéro 24 de février 1995 de la revue Ligne, intitulé « La dépropriation », le philosophe et psychanalyste Fethi Benslama essayait de réfléchir, à partir des pratiques de la purification ethnique en Yougoslavie, sur ce qu'il appelait, je le cite, le franchissement d'une nouvelle limite dans la destruction de l'humain. Il décrivait ces pratiques qui visent l'étranger dans son corps, son intégrité, sa dignité corporelle, non pas comme une simple destruction de l'ennemi, mais comme une autodestruction, puisque l'étrangèreté dont il s'agit est celle qui est la plus proche de soi, à la limite inséparable et indissociable du soi individuel et collectif, de la représentation de l'identité. En sorte que la seule façon de l'extirper est de viser à détruire par une surenchère de mutilation non pas un groupe ou une présence, mais l'humanité même dans l'homme, l'appartenance à l'espèce humaine. Tâche évidemment impossible, désespérée, qui recule toujours davantage, mais on peut dire aussi à nouveau selon des voies déjà parcourues dans un passé plus ou moins récent, les limites de l'atroce. Ces analyses remarquables, avec d'autres encore, je les cite comme exemple. Fethi Benslama n'est pas le seul à avoir réfléchi sur cette question, permettent de comprendre pourquoi j'appelle, et là encore je ne suis pas le seul à le faire, cruauté les formes extrêmes inconvertibles de la violence. Mais je voudrais faire un pas de plus et suggérer que nous avons affaire en réalité à deux formes ou deux manifestations de la cruauté, revanche de la technique, en tant qu'élimination de l'humanité et de l'humain dans l'homme. Même si, en pratique, elles ne sont pas absolument séparables, il importe de les distinguer analytiquement. Je les appelle, à nouveau comme dans un texte précédent, cruauté ultra-objective et ultra-subjective, parce que la première exige le traitement en masse des êtres humains comme choses, résidus, sans utilité, tandis que la seconde exige une représentation d'individus et de groupes comme incarnation démoniaque menaçant de l'intérieur le sujet, et qu'il lui faudrait ainsi éliminer à tout prix, y compris en se supprimant lui-même. Disons simplement au passage que le racisme, pour autant que cette catégorie est une véritable unité historique et anthropologique, recouvre à la fois l'un et l'autre phénomène. Ce n'est pas la moindre des raisons que nous pouvons avoir aujourd'hui de les examiner. Pour montrer comment la cruauté exterminatrice peut et sans doute doit inévitablement osciller entre des formes ultranaturalistes et objectivistes, totalement impersonnelles, et des formes d'intentionnalité paroxystique et paranoïde, à la fois destructrices et autodestructrices, ajoutons à la description de Fethi Benslama, à laquelle je vous renvoie, car le texte tout entier est passionnant, une autre référence. Intervenant lui aussi à peu près à la même époque, dans la même revue Ligne, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Bon. Numéro 26 d'octobre 1995, Bertrand Ogilvie, dans un article intitulé « Violence et représentation, la production de l'homme jetable », rappelait ce que les sociologues, démographes, anthropologues latino-américains en sont venus à appeler, en ayant en vue des zones entières
de l'ex-tiers-monde, en proie à l'extrême violence économique, institutionnelle et criminelle, la production de l'homme jetable. Le terme originel, le texte de Bertrand Ogilvy constituait une contribution à un colloque sur les effets des traumatismes collectifs après les dictatures argentines, uruguayennes et chiliennes qui s'étaient tenues cette année-là à Montevideo, et par conséquent le terme originel était un terme en espagnol extrêmement violent, población chatarra, c'est-à-dire population pour la poubelle. Rassemblant ainsi dans une condition unique, telle qu'en vérité les victimes la supportent, des formes apparemment aussi hétérogènes que les effets de la famine, de la criminalité, des massacres ethnico-politiques, des épidémies plus ou moins inévitables, ou du moins qu'on contemple comme un phénomène quasi naturel, et qui ont pour résultat global l'élimination d'une population devenue surnuméraire à l'échelle mondiale, disons plus précisément à l'échelle du marché mondial, pas même utilisable comme armée de réserve des nouveaux processus d'industrialisation. Soulignant ce qu'ont ici de dérisoire, sinon de cynique, les politiques humanitaires périodiquement proposées et médiatisées à l'échelle internationale, Ogilvy parlait ici, je le cite, de la terrifiante pression d'asubjectivité, subjectivité, que manifestent ces processus. Il suggérait du même coup que nous sommes ici au-delà, non seulement des possibilités d'instituer la politique comme jeu de force stratégique, relation de pouvoir au sens de Foucault, qui suppose, comme vous le savez, une résistance au moins minimale, mais même comme revendication d'un droit à la politique. Il semble en effet que les victimes, si elles incarnent ici l'humain dans sa nudité absolue la plus vulnérable, soient aussi par définition absolument incapables de se constituer collectivement en sujet politique, de porter leur propre parole et, à travers elle, celle de l'émancipation humaine. Nous sommes ainsi amenés, par-delà la question des structures de domination, qui pourraient exister de façon sous-jacente à l'une et à l'autre, à confronter phénoménologiquement des formes de la cruauté ultra-subjectives et ultra-objectives. Dans les unes, l'intentionnalité ou le projet subjectif devient si équivoque qu'il est impossible de décider si nous avons affaire à une volonté, même perverse, ou bien au surgissement dans le soi lui-même de ce que Lacan, après Freud, appelait la chose, das Ding, l'irreprésentable. Il s'agit des formes de haine exterminatrice qu'illustrèrent l'extermination des Juifs et de quelques autres groupes de sous-hommes par l'Allemagne nazie, ou le génocide des Indiens d'Amérique par les conquistadores, mais qui hantent aussi différents épisodes de la colonisation, de l'esclavage, des guerres de religion, etc., et qui ressurgissent aujourd'hui dans la purification ethnique en différentes parties du monde. Et c'est pour se faire une idée, à vrai dire difficilement soutenable, des formes prises par cette décorporation dans la pratique collective du lynchage aux États-Unis d'Amérique jusque très avant dans le XXe siècle, que j'ai fait circuler la photographie que vous avez eue en main, extraite de l'ouvrage de James Allen, Without Sanctuary, Lynching Photography in America, qui est issu d'une exposition du même titre qui a été montrée à New York en 2000 et sur lequel vous voyez... Alors il s'agit d'une carte postale, n'est-ce pas? James Allen a réussi à collectionner, à retrouver un très grand nombre de semblables cartes postales qui procèdent des photographies prises par les participants des scènes de lynchage eux-mêmes, et sur laquelle vous voyez donc au revers le cadavre
mutilés, probablement émasculés, mains coupées, nez, etc., pendus et brûlés, d'un noir vraisemblablement accusé par la rumeur publique du viol d'une femme blanche ou quelque chose de ce genre, ou d'un vol ou quelque chose de ce genre, ainsi que la foule des lyncheurs qui se photographient ainsi eux-mêmes, qui se regardent, etc. Et puis au dos de la carte postale qui a été envoyée donc par un jeune homme, puisqu'on le voit aussi sur la photo, à ses parents dans une autre ville des États-Unis, vous avez le texte suivant: This is the barbecue we had last night. My picture, c'est-à-dire ma photo, is to the left with a cross over it. Your son Joe. Alors la croix, en fait, c'est la tache noire que vous avez en bas à gauche. C'est-à-dire que contre le poteau de torture, il y a un personnage debout avec une casquette, et immédiatement en dessous, il y a un jeune homme portant un chapeau enfoncé sur les yeux, avec au-dessus une croix à l'encre, qui cite une tache noire. Donc il s'envoie lui-même membre de la scène en question. La chose est irreprésentable, mais nous en sommes là extrêmement près. Ben Slama parle de décorporation, de dépropriation, de désaffiliation des individus et des groupes par rapport à l'espèce humaine, barbecue. Il suggère l'enracinement de ces formes de cruauté dans les caractéristiques anthropologiques fondamentales, en particulier la différence des sexes, pour expliquer l'angoissant voisinage de la jouissance et de la mort qui les caractérise. Des instituteurs égorgent leurs propres élèves, des tortionnaires forcent leurs prisonniers à s'émasculer les uns les autres, ou violent les femmes du groupe adverse pour les forcer à engendrer leur propre ennemi, etc. D'où la question inévitable en termes freudiens de savoir si nous ne sommes pas passés là, non seulement au-delà du principe de plaisir, mais au-delà de l'instinct de mort lui-même,